Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David Eke Flash, you already know. Alors, les amis, si vous êtes nouveaux ou nouvelles sur la chaîne ou bien anciens, vous tombez souvent sur mes vidéos, vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Professeur David Dosset, actuellement c'est son nom qui est à la une. Côté opposition, qui n'est pas d'accord, qui continue la lutte pour le retour à la C92. Bon, reçu par Joachim Agbeti, une émission très intéressante sur Radio Victoire FM. Alors, je vous laisse suivre l'intégralité de cette émission, de tout ce qu'il a dit, ses pensées, les plans d'action, tout et tout. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre. Invité, je l'avais dit, c'est un acteur social, pas politique, un acteur social, je dois dire, qui est syndicaliste, également défenseur des droits civils et politiques des Togolais. C'est un praticien hospitalier, professeur David Dosset, coordonnateur également du Front citoyen Togo Debout. Alors, professeur David Dosset, encore une fois, bonjour. Oui, bonjour, et j'en profite aussi pour dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur votre belle radio. Merci beaucoup. Alors, le Front citoyen Togo Debout, que vous coordonnez ici au Togo, est une organisation de la société civile très active sur le terrain, notamment au Togo, et également à l'international. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre organisation et de son organigramme? En fait, je vois que vous faites allusion au mouvement Togo Debout, qui est effectivement international. Le mouvement Togo Debout, il est né dans la diaspora, et c'est secondairement que nous avons choisi de créer le Front citoyen Togo Debout, qui est donc rattaché à ce mouvement international Togo Debout. Mais chaque démembrement a son autonomie. Bien sûr, lorsque nous menons une activité qui est importante, nous avons régulièrement des échanges avec les autres démembrements du mouvement qui sont aux États-Unis, qui sont également en France. Mais le Front citoyen Togo Debout a son autonomie d'action. Et voilà, donc je n'en suis pas le coordonnateur. En fait, le vrai titre, je suis le premier porte-parole. Ah d'accord, vous êtes le premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Alors, mais la fêtière, on dirait, c'est au niveau de la France, en Europe ou bien aux États-Unis? On peut dire que le mouvement est né dans la diaspora, avec la diaspora française qui a été vraiment très très active. Je ne sais pas si le terme de fêtière correspond réellement à notre façon de fonctionner, à notre structuration, mais oui, on peut imaginer que cette fêtière... Alors, samedi dernier, le Front a animé un meeting à Baie Kondjendi. C'était quoi l'objectif? Encore une petite précision, le meeting, c'est vrai que c'était un meeting des organisations de la société civile, et ce meeting a été organisé à travers Novation Internationale, qui est une organisation de la société civile, et c'est à travers donc Novation Internationale que différentes organisations de la société civile, dont le Front citoyen Togo Debout, ont pu s'exprimer sur la situation du Togo. D'accord. Et l'objectif, c'était? L'objectif, bien sûr, c'était de revenir sur cette épineuse question de la nouvelle constitution, qui pour nous est un coup d'État constitutionnel contre la nation togolaise. Donc il fallait qu'on puisse en discuter avec la population. Ah oui, donc on redoutait une interdiction, mais cette fois-ci, le gouvernement ou le ministère de l'administration territoriale vous a autorisé. Ça fait 3 ans donc que la restriction est là, avec des motifs fallacieux à chaque fois. Mais je pense qu'il faut faire preuve de persévérance et de détermination, et nous pensons que c'est ce qui a payé. Donc on a fini effectivement par entrouvrir la porte et permettre à la société civile d'organiser un meeting et de discuter avec les populations. Et je pense que le niveau de responsabilité qui est le nôtre, le niveau d'engagement qui est le nôtre, le niveau de respectabilité qui est le nôtre, tout cela mis ensemble, nous avons organisé Citoyens Togo Debout ou d'autres organisations d'être au contact des populations pour discuter des questions d'enjeu national. C'est notre droit le plus absolu, c'est un droit constitutionnel, même si je ne sais pas si ce droit a été maintenu dans la nouvelle constitution qu'on nous a servi. C'est ça, exactement. Vous avez tout compris. Oui, mais au regard de la mobilisation des uns des autres, même les mettre à Pévon,
Maître c'est ça, Javon, tous étaient là. Est-ce à dire que est-ce un pari réussi pour vous ou bien les attentes n'étaient pas totalement comblées? Nous ne pouvons pas dire que nous étions satisfaits à 100%. Sinon, je pense qu'on pourrait dire que nous manquons d'ambition. Mais réellement, nous étions satisfaits. Satisfaits de voir des centaines de Togolais oser se déplacer. Après 3 années d'interdiction, je le répète, beaucoup pensaient en fait que ce meeting allait encore être interdit. Et même nous étions dans l'expectative, puisque habituellement, l'autorité attend le dernier jour, la dernière heure du dernier jour pour nous envoyer l'interdiction. Et donc jusqu'au vendredi soir, nous étions dans l'expectative. Et ça fait que nous n'avons pas communiqué. Je pense que nous n'avons rien organisé avec Victoire FM. Nous n'avons rien organisé avec d'autres radios, sauf peut-être une émission le vendredi après-midi, au cas où il n'y aurait pas d'interdiction, qu'on puisse quand même en parler un peu. Donc presque aucune communication sur le meeting. Et à la fin, tenant compte de tout cela, je pense qu'on peut se dire quand même satisfait. Bien sûr, par rapport aux objectifs que la société civile s'est fixés, il faudra davantage que quelques centaines de personnes lors d'un meeting pour y arriver. Mais c'est un début. Nous comptons organiser un meeting dans les prochains jours, de nouveau, à Lomé certainement, avant d'envisager aller à l'intérieur du pays. Et donc j'en profite peut-être pour déjà lancer un appel aux citoyens qui n'étaient pas présents le dimanche dernier à Kodjandji, pour leur dire qu'ils ont raté et que j'espère que cette fois-ci ils ne rateront pas le prochain rendez-vous et qu'ils seront présents en masse et qu'on pourra compter cette fois-ci des milliers de citoyens pour venir écouter la société civile, exposer cette situation dramatique que vit le peuple togolais et voir que ensemble nous pouvons certainement redresser la barre et permettre au Togo de rejoindre le banc des nations civilisées, des nations démocratiques. Voilà. C'était un meeting de sensibilisation et d'information de la population avec à la clé la nouvelle constitution. Oui. Et à l'issue de la rencontre, lors de votre interview que nous avions diffusée tout à l'heure, vous opposez viscéralement à la nouvelle constitution adoptée. Alors voilà que malgré ce cri, malgré cet appel, malgré les appels de plusieurs élites africaines, éminentes personnalités, j'allais dire, qui disent ou demandent au chef de l'État de ne pas promulguer cette loi, la loi a été promulguée. Qu'est-ce que cela a suscité en vous, professeur David Dessay? Il faut, je pense, revivre un peu le déroulement des événements depuis que cette affaire a commencé. Nous prenons la constitution de la 4e République, celle de 1992. Quand vous l'examinez, vous voyez qu'il y a différents sous-chapitres. Ils les ont intitulés titre 1, enfin titre 1er, titre 2, jusqu'au titre 17. Le premier titre porte sur l'État, je crois, et la souveraineté du peuple. Le deuxième titre porte sur les droits, les libertés, les devoirs des citoyens, etc., jusqu'au titre 17. Le titre 13 est intitulé « De la révision ». Voilà. Titre 13. Et dans ce titre 13, il y a un article qui est l'article 144. Je reviendrai là-dessus. Et vous ne verrez aucun titre qui parle du changement de la Constitution. Aucun titre. J'ai encore regardé ce matin pour être sûr avant de venir ici. Il n'y a aucun titre qui porte donc sur le changement de Constitution. Donc le titre 13 portant sur la révision, effectivement, dit que lorsqu'on a 4/5 des députés qui sont pour la révision, etc., bon, il suffit de lire. Et c'est là où on comprend que il y a eu abus de la part des personnes qui ont voulu initier ce changement de constitution. Je dis abus en ce sens que, effectivement, dans la constitution, il est prévu qu'on puisse modifier certains articles si 4/5 des députés sont d'accord pour modifier cet article. Mais la constitution n'a jamais, je répète, la constitution de la 4e République n'a jamais donné compétence aux députés pour une modification de constitution. Mais pour un changement de constitution? Pour un changement de constitution. Vous ne verrez aucun article qui donne cette compétence au Parlement, au Togo. Alors, donc, là, si on comprend bien ce qui se passe, c'est que eux-mêmes disent que nous sommes passés de la 4e République
à la 5e République. C'est donc un changement de constitution. Un changement. On n'est pas dans une simple révision. Dans le communiqué, la dernière fois, ils ont parlé de révision. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a mal donne. C'est une contrefaçon. On est en train d'appliquer une procédure de révision à ce qui n'est pas une révision, à ce qui est un véritable changement de constitution. Donc, le titre 13 porte sur la révision. Et le titre 13 estime que effectivement, on ne peut pas à chaque fois revenir devant le peuple lorsque on veut procéder à une révision d'un article, et qu'on peut quand même faire confiance aux députés. Si 4/5 des députés s'accordent pour modifier un article, réviser donc la Constitution, on peut laisser cette compétence au Parlement. Mais bien sûr, le constituant a mis des verrous pour certains éléments qui sont des éléments capitaux. Je reviendrai là-dessus. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des parlementaires, en se basant sur une procédure de révision, je me répète, procédure de révision, décident de changer une constitution et donc de nous faire passer de la 4e République à la 5e République. Et je dis donc que quand eux-mêmes disent qu'on passe à la 5e République, c'est que eux-mêmes, de façon implicite, reconnaissent qu'ils n'ont pas simplement révisé, mais qu'ils ont carrément changé la Constitution. Eux-mêmes le reconnaissent. Oui, mais si je me réfère par exemple au communiqué sorti par la présidence de la République le 6 mai, il est dit: le président de la République, son excellent monsieur Faure Zimna Nyasingbe, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2024-005 portant révision de la Constitution togolaise. Etc. C'est ce que je dis, puisqu'ils savent que la Constitution n'a prévu que une procédure de révision. Donc il ne peut pas venir dire que se base sur la Constitution pour changer la Constitution. En fait, alors que implicitement, en passant de la 4e République à la 5e République, eux-mêmes de façon implicite reconnaissent qu'ils ont changé la Constitution. Donc si je vous suis bien, la révision ne peut pas nous pousser ou bien nous balancer dans une nouvelle république. Nous sommes exactement, c'est ce que vous avez dit, nous sommes carrément dans une procédure de changement de constitution. C'est une nouvelle constitution qu'on a appliquée au peuple togolais, mais en utilisant une procédure de révision de la constitution. Vous voyez? Et donc, à partir de là, il faut se poser des questions. Est-ce que l'Assemblée avait la compétence de procéder à un changement de constitution? Est-ce qu'elle a la compétence de nous appliquer une nouvelle constitution? Et donc la réponse est non. De façon implicite aussi, le constituant, ce qu'il a voulu dire, c'est que vous avez la possibilité au Parlement, en étant 4/5, de procéder à des révisions, mais s'il faut faire un changement de constitution, comme cela a toujours été fait au Togo, il faut aller devant le peuple à travers un référendum. Et donc, nous sommes dans l'illégitimité, nous sommes dans l'illégalité. Je ne parle même pas des autres qualificatifs toujours péjoratifs à l'endroit de cette procédure de changement de constitution. Et à partir de là, on peut affirmer que il y a eu un renversement du régime constitutionnel de la 4e République. C'est un renversement. Donc, voyez ce que dit la Constitution par rapport à cela. C'est un crime contre la nation togolaise. Et je vous demande de lire également l'article 64 qui parle du chef de l'État. Le chef de l'État doit prêter serment. Il prête serment en jurant solennellement devant le peuple et devant Dieu de respecter et de défendre la constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Alors, imaginez une situation où nous avons une constitution de la 4e République, celle de 92, que le peuple s'est librement donné à travers un référendum avec une majorité de 8, et on fait disparaître cette constitution que le peuple s'est librement donnée. On s'attend à ce que le chef de l'État, bien sûr, tenant compte de son serment, l'acte solennel qu'il a posé, je rappelle qu'il a juré solennellement de respecter, de défendre, la constitution que le peuple s'est librement donnée. Donc on s'attend à ce que le chef de l'État ne promulgue pas.
étant donné que, comme je viens de vous l'expliquer, cet acte qui a été posé, je pourrais revenir sur plein de choses, hein, les articles qui ont été violés, les procédures qui n'ont pas été respectées. Et la dernière fois, au cours du meeting, on est longuement revenu sur l'article 59, alinéa 2, que cela, bon, en tout cas, ce qui touche au poste de président ne devrait pas être etc. Tout à fait. Il y a tellement d'articles qui ont été violés, mais ce sur quoi je voudrais vraiment insister aujourd'hui, c'est que il y a des personnes qui se sont retrouvées à l'Assemblée, qui se sont dit, écoutez, la Constitution prévoit une procédure pour la révision, mais nous allons abuser, nous allons aller au-delà, nous allons prendre cette procédure, cette petite ouverture offerte par la Constitution, et nous allons, de façon forcée, de façon abusive, appliquer ce mécanisme à un mécanisme de changement. Pourquoi vous employez le terme, en tout cas l'expression, de façon abusive? Parce que la Constitution ne leur donne pas cette compétence, cette prérogative d'être 4/5 de députés et de changer la Constitution. Ça, mais ils sont mandatés par le peuple. Ce sont des élus du peuple. Oui. Lorsqu'ils veulent procéder à une révision de Constitution, lorsqu'ils atteignent le taux de 4/5 de députés, ils ont cette possibilité de procéder à des révisions. En sachant qu'il y a des révisions, des articles auxquels ils ne peuvent pas toucher, comme l'article 59. C'est pour ça que le Constitution a mis cela. Si vous lisez l'article 59, le Constitution dit très bien que lorsqu'on veut toucher poste de président, au mode de désignation du président de la République, là, même si vous êtes 5/5 des députés, à vouloir le faire, vous n'avez pas ce droit. Il faut absolument revenir vers le peuple. Donc, il y a des verrous. Et même l'article 144 à la fin dit clairement que pour ce qui concerne le caractère laïque et pour ce qui concerne la forme de la République, si vous avez l'article 144, vous pouvez le lire, les députés, quel que soit leur nombre, ne peuvent pas procéder à cette révision. Et pour cela, il faut vraiment revenir devant le peuple. Et donc, de façon simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution de 92 a donné cette compétence aux députés, s'ils atteignent un certain nombre, de faire des modifications au sein de la Constitution. Une révision. Une révision. Et non un changement. Non un changement de Constitution. Et voilà qu'un changement est opéré. Et donc c'est illégal. Et le chef de l'État l'a promulgué. Et c'est pour ça que nous nous disons qu'il faut en tirer les conséquences. Puisque celui qui a juré de défendre notre Constitution a décidé de ne plus la défendre, a décidé de ne plus la respecter et a décidé de s'associer à ceux qui sont en train de tuer notre Constitution, il faut en tirer les conséquences. Mais je pense que c'est logique. C'est comme si vous avez votre maison, vous avez celui qui est là pour garder la maison, qui décide à un moment donné de ne plus être celui qui va défendre votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Oui, mais monsieur David Doucet, vous ne voyez pas que le chef de l'État, entouré d'éminentes personnalités très rompues à la tâche et qui maîtrisent les rouages de ces choses, peuvent l'induire en erreur? Une chose est certaine aussi, c'est une très bonne question, une chose est certaine, quelqu'un de très avisé nous a dit, vous savez, tous ceux qui sont sortis pour défendre la nouvelle Constitution savent pertinemment qu'ils sont dans l'illégalité, qu'ils sont dans l'erreur, ils le savent pertinemment, parce qu'en public, ils vous diront quelque chose, mais une fois qu'ils se retrouvent seuls à huis clos, ils disent carrément le contraire. Je le répète. Donc vous me demandez si ceux qui sont autour du chef de l'État ne l'ont pas induit en erreur. C'est pour ça que nous sommes aussi du peuple et nous nous adressons au chef de l'État en lui disant que il est le garant des institutions. Il a juré solennellement de protéger, de respecter et de défendre la Constitution qu'on s'est librement donnée. Nous nous sommes donnés librement en 1992 une Constitution. La procédure mise en place pour ce changement de Constitution n'est pas légale. Elle n'est pas légale. Elle viole des articles de la Constitution, elle viole des dispositions constitutionnelles, et pour nous, il ne faut pas qu'il s'associe à cette machination politique. Oui, maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait, alors, maintenant que c'est fait. Est-ce qu'il peut rétropédaler, revenir, faire marche arrière? Je sais qu'en 2005, c'est ce que moi je peux donner comme exemple, en 2005, le journal officiel, je crois du 6 février 2005, avait acté des modifications constitutionnelles. Et le journal officiel du 24 février 2005, donc un peu moins de 3 semaines après, est revenu
par un rétropédalage sur ces modifications de constitution. Je pense donc qu'il y a toujours possibilité de réparer une erreur, surtout si elle est aussi grave, surtout si elle a des conséquences aussi délétères sur le vivre ensemble, sur l'avenir d'une nation. Et j'ai écouté Madame Lawson, c'est ça? Oui, qui a dit tout à l'heure, et c'était vraiment très intéressant, finalement, qu'en fait, le plus important, c'est ce que le Togolais trouve dans son assiette, c'est ce qu'il mange. Enfin, elle ne l'a pas dit exactement. Manger 3 fois par jour. C'est ça qui est le plus important. Et donc, voilà, ce n'est pas le régime parlementaire. Et donc, Madame Kay Lawson, je pense que peut-être pour une fois déjà, je rejoins totalement ce que vous avez dit. Il faut dire au chef de l'État que ce qu'on nous a présenté comme étant une priorité, cette constitution est claire qu'on a voulu nous adopter, nous obliger à adopter, nous obliger à accepter, n'est certainement pas la priorité. Et il ne faudrait pas qu'on perde du temps, de l'énergie, de la salive à nous égosiller autour de quelque chose qui finalement n'est pas la chose la plus importante pour le peuple togolais. Donc ça veut dire que... écoutez, Maître Paul de Diapévon aussi tout à l'heure, il a dit clairement que à l'Assemblée nationale, bien qu'ils sont un nombre très 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 réduit ou infime, ils vont protester vigoureusement contre cette nouvelle constitution. Ils ne l'admettront jamais. Il a employé le terme je jamais. suis d'accord avec lui, il a parlé de résistance, je pense que c'est le terme qu'il a utilisé. Et je renchéris en disant que la résistance ne se fera pas simplement à l'Assemblée nationale. Je vous assure que nous n'allons pas accepter. C'est comme si on nous demandait aujourd'hui d'accepter un coup d'État constitutionnel, de fermer les yeux et de regarder ailleurs et de laisser le train passer. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de force, entre guillemets, que nous sommes obligés d'accepter l'inacceptable. Ça, nous allons le dire. Nous allons mettre en œuvre tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour faire barrage à cette forfaiture. C'est une forfaiture. Nous le disons au plan national, tout le monde le dit au plan international. Et aujourd'hui, nous sommes presque la risée encore du monde. Ceux qui sont en train de pousser le Togo dans cette voie, ils comptent sur une chose. Ça va durer, ils vont faire le dos rond, ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis le monde va passer à autre chose, les Togolais vont passer à autre chose. Ils comptent sur cette léthargie, sur le découragement du peuple togolais. Nous allons les inviter à des manifestations, peut-être qu'ils sortiront 1 fois, 2 fois, et puis avec la faim qui tenaille un peu tous les ventres aujourd'hui au Togo, les gens passeront à autre chose, et puis ce sera acté. Mais je pense que là, et ça va s'émousser justement, je pense qu'ils sont en train de faire un très mauvais calcul. Il y a un coup d'État qui a été perpétré contre la nation togolaise. C'est un crime contre notre nation. Nous ne voulons pas que ça se passe ainsi. Nous voulons vivre en paix, fraternellement, dans un pays où il y a de la justice, il y a de la démocratie, respecter la dignité du peuple togolais, parce que ce qui est fait, c'est une façon de mépriser le peuple togolais. Alors, les élections ont été organisées, j'ai lu hier la tribune publiée par Dr Speaker sur Togo, Dr Christian Speaker sur ici Lomé, et il a dit quelque chose, je vais vous lire cela. Le premier enseignement a tiré donc de la nouvelle constitution adoptée, il dit, le premier enseignement est qu'à la fin du mandat du chef de l'État en 2025, il n'y aura plus d'élections présidentielles au Togo, mais désormais des élections législatives à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi fondamentale, autrement dit, la date de sa prise d'effet après sa promulgation et la publication au journal officiel. C'est une publication qui rend une loi publique. Normalement, le législateur choisit la date de la prise d'effet d'une loi ou son entrée en vigueur après sa promulgation. Et continuant, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, il dit, cela suppose que toutes les élections législatives qui seront faites ou organisées postérieurement au lendemain de sa promulgation, de sa publication au journal officiel seront faites conformément à cette nouvelle loi fondamentale, mais celles qui ont été déjà faites avant la date de sa promulgation, comme par exemple celle du 29 avril qui venait d'être organisée par celle-ci, car celle-ci ont été faites antérieurement à la date de la promulgation de la nouvelle constitution, c'est-à-dire conformément plutôt à la constitution de 1992. Et donc, ce qui s'est passé ne peut pas, la loi qui est votée ne peut pas agir avec les élections qui ont eu lieu. La loi n'est pas rétroactive. On nous a souvent... Faudra-t-il dire. Finalement, on est dans quel schéma? Tout à fait. Est-ce qu'on va appliquer la nouvelle constitution avec les élections qui viennent de se dérouler, ou bien qu'est-ce qui va se passer, professeur David Dessert? Vous savez, je ne suis pas constitutionnaliste. J'ai également lu ce que vous avez lu tout à l'heure, et pour en avoir le cœur net,
je me suis permis d'écrire à un ami constitutionnaliste, mais pas togolais, pour éviter justement qu'on puisse dire, voilà, c'est un esprit partisan qui est probablement de l'opposition. Je vous lis juste sa réponse. Il me dit, il y a 3 idées dans son papier. La première, c'est que le texte ne dispose que pour l'avenir. Oui. C'est vrai. C'est la norme, sauf que au Togo, la norme n'est pas toujours la référence. C'est un ami constitutionnaliste qui n'est pas togolais, je ne vais pas donner son nom ni sa nationalité, qui s'exprime ainsi. Il dit donc qu'effectivement, le texte ne dispose que pour l'avenir. Les élections ont eu lieu avant la promulgation du texte, et donc, a priori, ce nouveau Parlement n'est pas du tout concerné par ce nouveau texte. Sauf donc, si le nouveau Parlement qui sera bientôt installé ne sera pas, ou bien n'est pas concerné par la nouvelle constitution. il n'est pas concerné par la nouvelle constitution, puisqu'il a été, les résultats, le scrutin a eu lieu alors que le nouveau texte n'avait pas été promulgué. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a une différence de quelques jours, mais ça suffit pour dire que la nouvelle constitution ne peut pas de façon rétroactive s'appliquer à un Parlement qui a été élu avant la Mais promulgation. on n'a pas encore publié les résultats définitifs. Je sais que des gens vont jouer sur ça pour dire oui, c'est des résultats provisoires, les résultats définitifs vont être donnés après, mais ça revient un peu à ce qu'on a toujours dit dans ce pays, ce qu'on nous a toujours reproché. Oui, on a pris une disposition de limitation des mandats, la loi n'est pas rétroactive, etc., etc. Donc le chef de l'État peut rester au pouvoir jusqu'en 2030. Et c'est les mêmes, je vous assure, qu'une fois que ça les arrange d'avoir une loi qui soit rétroactive, diront que la loi, cette fois-ci, doit s'appliquer de façon rétroactive. Mais bon, pour moi, ça reste quand même des détails. Le plus important aujourd'hui, c'est que je n'ai pas envie d'orienter le débat dans ce sens. Le plus important de mon point de vue, c'est que tout le monde comprenne que ce qui a été fait est illégal. Selon le Front citoyen Togo debout, ce qui a été fait est illégal. Selon l'esprit, la cohérence de l'esprit, selon la logique, c'est totalement illégal. Je pense que ce que j'ai expliqué, je n'ai pas besoin d'être un constitutionnaliste pour que on comprenne que ce que je dis, c'est quand même le bon sens. Une constitution a prévu certaines dispositions pour une révision et une constitution n'a pas prévu des dispositions pour son changement. Mais des gens ont décidé de prendre les dispositions de révision pour les appliquer à un changement. Prenant donc ou dépouillant le peuple togolais de cette prérogative qui lui revient. Il revient seulement et uniquement au peuple togolais d'avoir cette possibilité, cette capacité d'aller en référendum et dire on change de constitution, on change de république. Voilà. 4/5, même 5/5 du Parlement n'ont pas cette possibilité. Donc cette prérogative n'est pas dévolue donc. Jamais, elle n'a jamais été dévolue au Parlement. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est illégal. Je sais qu'ils le savent, hein. Ils le savent. Et nous allons marquer la pause, mais on reviendra tout à l'heure sur les résultats provisoires donnés par les élections, résultats provisoires des élections donnés par la CENI, et qui place UNIR en tête et qui a fait une razzia, il faut le dire, que ce soit les législatives ou les régionales. Quelles leçons tirées? On marque la pause pour le double scrutin législatif et régional. Les résultats provisoires donnent UNIR gagnant avec des scores à la soviétique malgré la participation très active de l'opposition. Alors, comment analysez-vous au Front citoyen Togo debout les résultats proclamés par la CENI? Alors pour nous, c'est une expression populaire de rejet de tout ce qui est fait au Togo depuis quelques années. C'est-à-dire que le peuple togolais, en refusant de participer à ces élections, et les chiffres officiels de 60% de notre point de vue ne reflètent pas du tout la réalité. Donc oui, bien sûr, le peuple togolais, en refusant de participer à ces élections, a voulu marquer une démarcation nette avec la façon dont les processus électoraux sont conduits dans notre pays depuis des années. On nous dit à chaque fois pardon, que les élections, on sait qui les organise et on sait que celui qui organise les élections ne va jamais les perdre. On sait qu'il y a un système de fraude qui est mis en place, mais il faut essayer de s'organiser pour limiter la fraude. Et vraiment, je voudrais tirer mon chapeau à tous ceux qui, à chaque fois,
essaient quand même de participer en dépit des conditions difficiles. Tous ceux qui essaient de tirer leur épingle du jeu en dépit des conditions difficiles. Et cette fois-ci, je pense que le peuple a voulu tout simplement marquer son ras-le-bol par rapport à tout cela. Donc à travers l'abstention, à travers le refus d'aller voter. À travers le refus d'aller voter. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un système où, dans un monde où vous voyez déjà, par exemple, le Sénégal, où vous avez vu les vertus de la démocratie, les élections qui sont faites dans de bonnes conditions. Dès qu'on finit de voter, bureau de vote par bureau de vote, on donne les résultats et après chacun peut s'asseoir tranquillement et faire les additions qu'il faut et avoir les bonnes tendances. Et, au Togo, ce n'est pas le cas. C'est totalement opaque. On a vu des vidéos qui ont circulé, qui ont montré encore que malheureusement les bourrages d'urnes sont devenus finalement tellement routiniers. Il y a eu des situations également où des délégués de l'opposition ont subi des violences. On nous a dit ce qui s'est passé. Nous avons écouté M. Apevon justement lors de la conférence de presse relater ce qui s'est passé à Vaughan et ailleurs. Voilà, à Gbelouvé, etc. Et je crois que tout cela ne peut pas motiver un peuple à croire encore en ce qu'on peut appeler la vertu de la démocratie. Motiver un peuple à se dire au Togo, comme au Sénégal ou comme ailleurs, nous pouvons aller voter, nous pouvons aller faire le choix que l'on veut avec l'espoir que notre choix sera respecté et que la vérité des urnes sera de mise. Quand le peuple n'y croit plus, quand un système a réussi à tuer l'espérance démocratique dans le cœur l'esprit des populations, je crois que c'est extrêmement grave. Et donc pour moi c'est le premier enseignement. Mais bien sûr, l'opposition doit également tirer un enseignement en disant que... Et ce maître Apevon l'a dit, il a reconnu quand même des failles à leur niveau. Absolument, puisque à chaque fois on dit qu'il faut s'organiser, qu'en mutualisant les forces, en s'organisant de façon adéquate, on peut arriver à minimiser la fraude et donner donc une chance de victoire à l'opposition. L'opposition a failli dans sa manière de s'organiser et de s'opposer à la fraude. Pardon, on l'a encore vu lors de cette élection où la fraude a été faite parfois même à visage découvert. Selon ce que les acteurs politiques de l'opposition ont dit, mais le ministre Boudona a dit, si vous avez trouvé qu'il y a eu des cas de fraude, saisissez l'institution, faites recours à l'institution compétente. Vous voulez qu'on parle de la justice togolaise? Eh bien, la Cour constitutionnelle. Vous voulez qu'on parle de la Cour constitutionnelle? Je pense que ça peut être également l'objet d'une autre émission, si vous voulez. On pourra revenir sur tout ce qui est impunité, tout ce qui est justice à deux vitesses, tout ce qui est, par exemple, vous voyez un député qui vient dire mon vote à l'Assemblée lors du premier vote, lorsqu'il y a eu le premier vote de la nouvelle loi à l'Assemblée, mon vote n'a pas été pris en compte. Donc on pense qu'il y a eu faux usage de faux, donc on pense qu'il y a eu des votes par procuration qui n'étaient pas corrects, puisque certains disent qu'ils n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale, mais bizarrement ils ont voté, on ne sait pas par quel miracle. Je pense que dans un pays normal, sans tenir compte des propos de M. Boudona, que je respecte beaucoup, mais j'aurais vraiment souhaité que cela se passe autrement, c'est-à-dire que la justice... Oui, mais quand même, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition, en prenant part activement à cette élection, cela devrait susciter un engouement et puis une adhésion de la population, ou disons de leurs militants? Je vais vous dire la vérité. Mais tel n'a pas été le cas. Je vais vous dire la vérité. Oui. Nous étions tous convaincus que le niveau d'organisation de l'opposition ne permettrait pas à cette opposition de s'opposer de façon efficace au système de fraude. Ça, nous le savons. Et donc, absent de dynamique unitaire? Non, pas seulement cela. Il faudrait vraiment mettre en place une vraie organisation de terrain. Une vraie organisation de terrain pour faire en sorte que ceux qui impunément vont bourrer les urnes, ceux qui impunément vont modifier les procès-verbaux, ceux qui vont être à l'origine des violences sur les délégués de l'opposition, quel mécanisme a-t-on mis en place pour arrêter cela? De manière concertée? De manière concertée également. Bien sûr qu'il faut mutualiser les forces. Puisque lorsque un délégué je prends n'importe quel parti, de Hadi est pris à partie, il faudrait que les autres délégués puissent également intervenir. Mais ça, il faut en discuter. Et donc, si on n'a pas mis en place cette fois-ci, on y va avec des armes pour pouvoir s'opposer, ou en tout cas minimiser grandement la fraude,
Comment est-ce que vous voulez motiver les Donc les cela populations? serait aussi la cause de cette désaffection? Mais bien sûr, c'est ce que je disais. Le peuple a rejeté ce système où on va des élections en sachant que le système de fraude va être mis en œuvre. Et voilà que c'est l'opposition qui en paye les frais. Oui, bien sûr. Mais le peuple, donc, et c'est le message, je suis d'accord avec vous. C'est pas seulement l'opposition qui en paye les frais, c'est nous tous qui en payons les frais. Moi, j'ai été voté, mais il aurait Moi fallu aussi, j'étais parti voter. il aurait fallu que nous soyons beaucoup plus nombreux, peut-être, pour avoir une chance en termes de capacité de limitation du système de fraude. Donc c'est nous tous qui en payons les frais. Mais donc c'est là où il faut aussi en tirer un enseignement pour nous qui sommes de la société civile et pour les partis politiques d'opposition. Si le peuple refuse de participer à une mascarade électorale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut proposer une autre alternative ou alors est-ce qu'il faut d'ores et déjà se préparer pour les prochaines élections en sachant Pour les remobiliser? Pour les remobiliser et savoir que cette fois-ci, si nous y allons, voilà ce que nous présentons au peuple. Nous disons au peuple que par rapport à tel système de fraude, par rapport au bourrage d'urnes, voilà comment est-ce que nous nous sommes organisés. Nous avons décidé de mutualiser nos forces. Nous avons décidé de faire un maillage du territoire. Moi, je ne sais pas, mais il faut pouvoir présenter quelque chose de tenable et d'intéressant au peuple pour le motiver. Mais si on se lève dans les mêmes conditions pour aller voter peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ne soyons pas surpris qu'on ait toujours les mêmes résultats. Mais bien sûr. Produiront les mêmes Bien effets. sûr. Alors, 92 02 80 63 99 70 70 90. Mais professeur, une opposition moins représentative à l'Assemblée nationale, le débat serait beaucoup plus houleux. Oui, doit-on assister à des heures? Finalement, l'objectif de démocratie parlementaire, cet objectif n'est pas atteint, puisqu'on nous a dit que c'est ça l'objectif de la nouvelle constitution, c'est l'objectif de la 5e République. Le débat doit se faire à l'Assemblée nationale, dans ces conditions où on a encore un parlement monocolore, hein, avec 108 députés sur 113. Le parlement est tellement monocolore que, de mon point de vue, le débat parlementaire... Non, les ténors de l'opposition, est-ce que le débat, le Parlement est encore monocolore? C'est vrai que seul contre quoi, je sais plus, 108, on peut quand même débattre. Mais alors, Stafri, je vous assure que c'est un sketch comique parfois quand on suit les soubresauts de l'histoire politique du Togo. Ceux qui sont à la tête nous font honte, mais bon, on ne peut pas... En tout cas, on va permettre aux auditeurs qui voudront aussi participer au débat en vous posant quelques questions d'intervenir. Alors, nous allons accueillir Félix qui est en ligne sur le 92 02 83. Félix, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Oui, je salue le brave citoyen et le professeur David Ekoudoussé. Bonjour. Bon, moi je dirais que même UNI reconnaît que le peuple connaît réellement l'opposition. L'opposition qui est en face d'eux. Et cette opposition, c'est cette opposition qu'ils ont octroyé les 5 sièges là. C'est pas que le peuple a voté pour 5 députés. Hein. Non. Avec les bourrages et les irrégularités là, on ne peut pas se dire qu'on a gagné. Et je dirais que les 5 là, les 5 qui sont actuellement sélectionnés par UNI là, les 5 députés là doivent s'organiser. Sélectionnés par UNI, peut-être non, mais c'est des gens qui ont été élus, proclamés par la CENI. S'il vous plaît, monsieur Joachim, ils sont élus plus que ça. Mais UNI a sélectionné les 5 là. Donc, je dirais à ces 5 là d'être soudés. Parce que eux-mêmes là, en leur sein, ils s'organisent déjà. Donc, je veux qu'ils puissent s'organiser encore davantage et pour faire échec à cette constitution-là, plus la société civile aussi. Merci beaucoup. Bien noté, cher ami ou monsieur Félix. Pelé, bonjour. Oui, professeur, bonjour. Monsieur Pelé, comment allez-vous? Très bien. Du courage. Merci. Oh, ok. Et tout à l'heure, la question posée, on a écouté le ministre Albodona qui demandait à l'opposition de faire vers la justice. Mais la question que je vais vous poser est que, est-ce que aujourd'hui, le ministre Albodona est de cette justice-là dont il avait crié sur ça? Oui, mais sincèrement, Pelé, c'est à peine on vous entend, hein, je ne sais pas à quoi cela est dû. Je dis, hein. Allô? Oui. Je dis, le ministre
Boudjouna demande à l'opposition congolaise de faire des recours à la justice. Donc, pas à la justice, mais à la Cour constitutionnelle. Il a créé ce système de justice-là dans ce pays. Monsieur le ministre Boudjouna n'a pas demandé de faire recours à la justice. Il demande de faire recours devant la Cour constitutionnelle. Boudjouna maintenant va faire la vivacité à cette justice-là pour que le Togolais soit complet à cette justice. D'accord. Oui, mais je fais observer que dans l'intervention du ministre Boudjouna sur RFI, il demande à l'opposition si vous avez des doutes ou des choses contre le scrutin ou le déroulement du scrutin, la voie royale, c'est de saisir l'institution idoine, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême. C'est de ça qu'il est question, ce n'est pas la justice. Nous accueillons Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour. Oui. Bonjour à votre invité. Bonjour. Entre-temps, j'ai lu sur les réseaux sociaux que le professeur Dosser était membre créateur du parti ANC. Je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé en temps pour qu'il passe de membre créateur d'un parti politique pour se retrouver dans la société civile. Merci. D'accord. À cette question, il avait réagi vigoureusement au cours du débat citoyen, mais il aura encore l'occasion de se prononcer. Monsieur Komi, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et j'ai deux questions. La première, Allez-y. vous étiez seul la dernière fois parmi tant d'autres pour le débat, mais on a su que vous avez fait beaucoup du mal à ces grandes personnalités par votre c'est pas que les 5 là qui sont sélectionnés peuvent aussi de cette manière faire mal à ces 108. Deuxième préoccupation, le régime en place aime la légalité. Il se positionne sous cette légalité pour dire que il n'y en aura pas de mouvement contre la 5e, que jusqu'à ce jour, moi je n'ai pas contenu. Dans ce format, comment la société civile pourra faire pour faire revenir la 4e constitution? D'accord. Bien noté, mon cher ami. Alors, Félix disait, UNI reconnaît aujourd'hui, à travers tout ce qui se dit ici et là, que la vraie opposition, c'est celle-là qui est, selon lui, sélectionnée pour la représenter à l'Assemblée nationale. Alors, les 5, il les appelle à être soudés, à rester soudés pour faire échec à la nouvelle constitution. Vous avez à lui dire? En fait, je pense qu'il rejoint un peu ce que nous avons dit tantôt. Il revient vraiment aujourd'hui à l'opposition de se remettre en question et de réfléchir aux autres alternatives à présenter à la population. Il faut présenter autre chose. Même si on est à 5 à l'Assemblée, est-ce qu'ils vont aller, est-ce qu'ils ne vont pas aller? C'est pas à moi de le décider, mais s'ils décident d'y aller, même s'ils décident de ne pas y aller, quoi qu'il en soit, il faut se dire que les mêmes choses qu'on a présentées à la population. Là, pour ces élections, ça a été allons aux élections dans les mêmes conditions. Nous n'avons pas vraiment mis en place une structure, en tout cas, ils n'ont pas présenté à la population. S'ils avaient mis en place une structure de contre-système de fraude, peut-être qu'ils auraient dû présenter tous ces instruments, toutes ces dispositions prises par l'opposition pour contrer le système de fraude. Peut-être que s'ils avaient présenté cela à la population... Chaque parti avait toujours cet égo-là de dire c'est moi qui est le plus représentatif. Si c'est ça, alors on en voit les résultats. Donc c'est ce que nous disons. Il y a quelque chose qui a été fait jusqu'ici, de la même manière, et le peuple se dit, nous ne voulons plus fonctionner de cette manière. Et les résultats sont là. Et les résultats sont là. Et donc, si nous ne voulons pas rester dans ces mêmes résultats, dans ce même schéma, il faut être en mesure de présenter une autre alternative à la population. Oui, mais 5 députés sur 108, est-ce qu'ils peuvent vous faire mal aux 108, comme l'a dit M. Komi dans sa première question? Faire mal, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Il a dit que vous étiez seul de face... au cours du débat citoyen. Oui, bon, je vois ce à quoi il fait allusion. Je pense qu'on peut... Là, sincèrement, ce n'est pas à moi de décider, bien sûr. Mais il est toujours possible d'être à 5 dans l'hémicycle et d'écouter
au moins d'être là, de savoir ce qui va être dit, d'écouter, de pouvoir venir ensuite présenter à la population ce qui est dit de bon, ce qui est dit de mauvais au sein de l'hémicycle et informer la population. Ils peuvent également décider, pardon, comme une protestation de ne pas y aller. Et ça peut être également une autre stratégie politique. Donc il faut vraiment évaluer le pour et le contre pour chacune des possibilités et en fonction de ce qu'ils ont décidé à 5 ou à 4. Je pense qu'il y a 4 partis. Hein, c'est 4 partis qui ont 5 députés. Et c'est Adi est devenu le chef de l'opposition avec 2 députés. Tout à fait. Oui, c'est l'histoire du Togo malheureusement. Et donc réfléchir ensemble et prendre une décision, et je pense que le peuple, une fois que le peuple aura compris, le peuple pourra les accompagner. Alors, est-ce que vous êtes membre créateur de l'ANC? Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose d'important dans ce débat. Et j'avoue que enfin, Monsieur Abdel, je crois, pardon. Oui, Abdel. Je ne le connais pas, mais je sens que l'idée n'est pas de contribuer au débat qui nous anime, cette affaire de 5e constitution, de 5e république, de 5e constitution. S'il a voulu lancer une espèce de pique, mais je vais répondre. Monsieur Abdel, en fait, la première personne qui en a parlé, à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait avant, c'était le monsieur le ministre Bawara. Je me permets ici de donner son nom. C'est la première fois que j'ai entendu publiquement quelqu'un affirmer que j'étais membre fondateur de l'ANC. Et j'ai dit, et je le répète ici, je défie là publiquement quiconque de sortir un papier. Alors si un papier sort, c'est que c'est un faux. Mais je défie quiconque de sortir un document sur lequel vous aurez inscrit mon nom comme membre fondateur de l'ANC. Je ne sais pas comment on fait lorsqu'on fonde un parti. Est-ce que c'est un papier avec un procès verbal où il y a des noms et des signatures, où on estime qu'il y a eu telle personne qui était présente? Mais je le dis, monsieur Abdel, je défie quiconque de sortir un tel papier sur lequel vous aurez inscrit le nom de monsieur Ekwe David Joseph. Ou peut-être vous vous êtes fait encarter quelque part. Première chose. Deuxième chose, l'ANC c'est un parti que je respecte. J'aurais été peut-être même très fier et honoré d'être membre fondateur de l'ANC. Mais je ne le suis pas. Donc je ne peux pas me prévaloir de quelque chose alors que je ne suis pas membre fondateur de l'ANC. Ah oui, alors l'égalité, le parti au pouvoir va quand même y travailler énormément, mais pas de mouvement contre qu'est-ce que la société civile va devoir faire pour pouvoir aller à l'encontre. Qu'est-ce que le peuple togolais doit pouvoir faire pour recouvrer sa souveraineté? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Nous ne sommes que quelques responsables d'organisation de la société civile. Si le peuple préfère rester derrière le smartphone, alors là, le coup d'État va être consommé. Mais si le peuple se lève comme en 2005 pour faire barrage, alors ils reviendront en arrière. Oui, Pascal Bodiona demande de saisir la Cour constitutionnelle, mais l'auditeur... Je crois que l'auditeur a raison. L'auditeur a raison. M. Pascal Bodiona connaît l'état de la justice togolaise. Travaillons ensemble pour améliorer l'état de la justice togolaise. Alors on pourra peut-être faire des recours auprès de la Cour constitutionnelle, auprès de la justice togolaise. En tout cas, ce que nous savons, avec la nouvelle constitution, il n'y aura plus, la justice ne sera plus sur le format que nous connaissons là. On a fait des changements. Madame Kaïlosson a dit que l'urgence, ce n'est pas la nouvelle constitution. Oui. Donc, Madame Kaïlosson... Alors, professeur David Dessay, votre conclusion en quelques secondes. Non, ma conclusion est que le Togo est trop sérieux pour qu'on continue de s'amuser. Des gens se sont amusés en voulant nous mettre sur un chemin totalement destructeur. Cette histoire de nouvelle constitution, un coup d'État, un renversement du régime constitutionnel, c'est grave pour l'avenir de notre pays. Revenons à la raison, mais en tout cas, si on ne veut pas revenir à la raison, je demande au peuple de reprendre sa souveraineté et de faire barrage à cette affaire. Professeur David Dessay, merci à vous d'être passé sur les antennes de Vision FM. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est fini. Haïti, mais ça, merci à vous également pour la coordination technique. C'est fini pour aujourd'hui. Madame, Monsieur, le débat, c'est tout à l'heure à 9h, le journal, pardon, à 9h avec Nesina Kogo et toute son équipe. Nous